Eh bien, bonjour à tous, il est 11 heures. Je vous propose de débuter ce web séminaire. On a fait un petit test son tout à l'heure, ça avait l'air de fonctionner. Voilà, vous pouvez nous dire dans le module de conversation si c'est bon pour vous. Et je vous souhaite la bienvenue pour ce premier web séminaire 2018 et grande nouveauté cette année puisque le programme de professionnalisation à distance vous est proposé conjointement par les équipes de la MONA et les équipes de Trajectoire Tourisme. Donc MONA, mission des offices du tourisme de la Nouvelle-Aquitaine, et Trajectoire Tourisme, le pôle de professionnalisation Auvergne-Rhône-Alpes. Donc nous vous proposerons cette année 9 web séminaires. Certains seront préparés en Nouvelle-Aquitaine, d'autres seront préparés en Auvergne-Rhône-Alpes, mais globalement ça change rien pour vous. Peut-être la découverte de nouvelles têtes derrière la caméra. Mais pour nous, avec nos collègues de la Nouvelle-Aquitaine, ça nous permet de mutualiser nos idées, nos expériences et nos moyens. Et c'est en soi une expérience de gestion de projet à distance, ce qui me permet de faire facilement le lien avec le web séminaire d'aujourd'hui que nous avons intitulé Travail multisite, management à distance et cohésion d'équipe. Ce web séminaire donc va durer 1 heure, de 11 h à midi, et il est le premier d'une série de 4 web séminaires sur le travail multisite, puisque nous aborderons les problématiques du travail flexible et des nouveaux modes de travail. Nous interviendrons aussi sur le télétravail, ses implications et son cadrage, et sur les bonnes pratiques dans les entreprises libérées. Voilà, mais je vous en reparlerai un petit peu en fin de web séminaire. Alors, comme on ne se connaît pas tous, je me présente très rapidement. Moi, je suis Stéphane de Trajectoire Tourisme et donc je suis basée sur le site de Lyon. Et je suis accompagnée pour ce web séminaire par Sophie Rosier, qui va nous aider à mieux comprendre les clés de réussite du management à distance et de la cohésion d'équipe. Voilà, je vous présenterai Sophie un tout petit peu plus longuement dans quelques minutes. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, voilà, j'avais prévu juste de vous redonner quelques informations techniques puisque c'est le premier web séminaire de l'année. Voilà, alors pour plus de confort, vous pouvez régler le son de vos haut-parleurs dans la barre d'outils, donc en haut de la salle virtuelle. Vous pouvez également interagir avec les autres participants. Je vois qu'il y en a qui le font déjà, c'est super. Avec les formateurs, vous pouvez poser vos questions, donner votre avis dès que vous en avez envie, en utilisant le module de conversation qui est dans le bandeau à droite. Et voilà, au niveau des questions, nous y répondrons avec Sophie au fil de l'intervention. En ce début de web séminaire, je vous propose aussi de prendre de quoi écrire, peut-être une feuille, un crayon, car Sophie va vous proposer des petits temps de réflexion sur votre expérience, sur vos pratiques, et vous serez plus à l'aise de pouvoir écrire ces éléments. Et pour finir sur la partie technique, je vous informe que le web séminaire est enregistré et qu'il sera disponible en replay dans les jours qui viennent. Je ne vois pas de questions sur la partie technique. En tout cas, n'hésitez pas à réagir si vous avez besoin. Alors, aujourd'hui, le thème qui nous intéresse, c'est le travail multisite, le management d'équipe et la cohésion d'équipe. Parce qu'en fait, on pense que le travail multisite ou le travail à distance ou la collaboration à distance est aujourd'hui incontournable dans le monde du tourisme et pas seulement, globalement dans tous les contextes professionnels aujourd'hui. Et cela est dû à plusieurs facteurs. Déjà, on a assisté et on assiste encore à la fusion, au regroupement d'un certain nombre de structures touristiques. Aujourd'hui, certains d'entre vous travaillent dans des équipes qui sont éclatées sur 2, 3, 4, même 5 lieux de travail. Donc ça nécessite nécessairement de travailler et de collaborer à distance. En plus, on a vu depuis quelques années maintenant la multiplication des outils numériques et de leurs usages dans le secteur professionnel. Et du coup, aujourd'hui, on peut travailler autrement, on peut travailler à distance, mais ça demande d'intégrer un certain nombre d'habitudes et de nouvelles compétences. Et puis, on a aussi des problématiques budgétaires et environnementales
Et aujourd'hui, c'est de plus en plus difficilement concevable de faire 2 heures, 3 heures de voiture pour aller participer à une réunion ou pour rencontrer quelqu'un. Donc du coup, voilà, le management à distance, qu'on soit dans une problématique de management d'équipe ou de management de projet, est une réalité pour l'ensemble d'entre nous. Et d'ailleurs, dans le questionnaire d'invitation, vous avez posé des questions pour savoir un peu plus quelle était votre situation. Et aujourd'hui, voilà, sur les participants de l'atelier, on est 46 aujourd'hui à suivre cet atelier. Vous êtes 90% à être aujourd'hui en situation de travailler avec une équipe géographiquement éclatée. Vous êtes 2% qui y seront confrontés très prochainement. Et seulement 8% à ne pas être dans cette situation, et j'ai envie de dire peut-être pas encore dans cette situation-là. Et donc tous ces éléments nous obligent à repenser au quotidien nos habitudes de travail, nos pratiques managériales, à développer de nouvelles compétences pour être à l'aise dans ce nouvel environnement. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les deux cas de figure, qu'on soit dans une situation de management d'équipe pérenne au sein d'une structure ou qu'on soit en situation de management de projet avec des acteurs, avec des partenaires éclatés sur le territoire. Alors pour nous aider à mieux comprendre cette nouvelle forme de travail et surtout les impacts sur les problématiques managériales, c'est Sophie Rosier qui est avec nous aujourd'hui. Alors Sophie connaît bien les problématiques du travail et de la collaboration à distance pour les vivre et les expérimenter dans ses 3 quotidiens professionnels, puisque Sophie est à la fois consultante formatrice, elle est également responsable d'une association et enseignante à l'université Lyon 1, où elle intervient notamment dans la formation et l'encadrement de groupes de projets à distance depuis 5 ans. Sophie connaît bien l'univers du tourisme, elle y a travaillé il y a quelques années, et Sophie travaille avec nous au niveau de trajectoire tourisme sur des problématiques de management, de cohésion d'équipe et de collaboration à distance. Alors en plus de tout ça, Sophie est coach professionnelle spécialisée en management de projet et management de la relation. Et donc, elle va nous aider aujourd'hui à identifier les facteurs clés de réussite pour manager une équipe à distance et pour être plus à l'aise dans cet exercice. Donc voilà, je vous propose de laisser la parole à Sophie pour nous expliquer et puis pour interagir sur ces problématiques-là. Sophie, je te laisse. Merci et bonjour à tous. Alors, Stéphane vient de nous exposer en fait les contraintes que vous vivez depuis une bonne année déjà dans vos activités. Et moi, je me dis qu'en fait, pour vous, ce sont de merveilleuses opportunités de croissance pour optimiser votre efficacité managériale vers plus de cohésion et plus de performance. Et pourquoi cela? En fait, si j'avais un mot à retenir, ce serait exigence. En fait, le travail à distance, le management d'une équipe multisite demande énormément d'exigences en termes de structure, d'organisation, bien sûr, en termes de définition des missions, en termes de définition des objectifs, en termes de définition des rôles et des responsabilités des uns et des autres. Donc ça, c'est vraiment un niveau d'exigence qui est au-delà du présentiel, encore plus marqué sur le management d'une équipe à distance. Et ça demande également énormément d'exigences en termes de relations. C'est-à-dire qu'en fait, tout l'enjeu d'un manager d'une équipe interne ou d'une équipe projet à distance est de pouvoir être encore plus proche, plus loin. Donc aujourd'hui, dans cet atelier, on va voir 3 grandes choses. La première chose, on va venir un peu sur les fondamentaux du management à distance d'une équipe interne ou d'une équipe projet. Et pour cela, on partira de vos propres expériences. Vous allez voir, on va essayer d'avoir... je suis pas très adepte des discours descendants, donc je vais essayer de vous faire participer le plus possible en fonction de ce que nous offre cette plateforme. On verra ensuite les différentes configuration type d'organisation à distance et les risques
et les points de vigilance à avoir en lien avec ces différentes configurations. Et enfin, on viendra sur des éléments de structuration qui favorisent la cohésion d'une équipe à distance. Ce sont les trois grands thèmes que nous verrons au cours de l'atelier. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans l'espace conversation. Je les verrai, j'essaierai d'y répondre le plus possible. Et puis, on va voir comment tout ça se passe. Donc, une chose qui est importante pour un manager, l'important pour le manager, ce n'est pas ce qui se passe lorsqu'il est là, c'est bien ce qui se passe lorsqu'il n'est pas là. Et donc, à distance, l'ampleur de cette citation est d'autant plus importante. Déjà, de quoi parlons-nous? Alors, je vous propose là de faire une petite visualisation. On va se prêter à cet exercice. Alors, je vous invite pour le faire à bien vous asseoir sur votre chaise, droit, les deux pieds par terre, à plat. Et on va prendre 3 petites respirations pour se mettre dans le projet. Et après, je vous inviterai à faire une visualisation sur le sujet qui nous intéresse. Donc, première inspiration, vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche. Alors, un temps, 2 temps. Une deuxième, un temps, 2 temps. Et une troisième. Un temps d'inspire par le nez, expire par la bouche. Alors maintenant que vous êtes bien, j'aimerais que vous vous remémoriez une expérience de management à distance qui a particulièrement bien fonctionné. Pour cela, vous pouvez prendre tous vos champs de vie. C'est-à-dire que ça pouvait être hier, dans le cadre de votre activité professionnelle, ou ça pouvait être il y a quelques années, dans le cadre d'une autre activité professionnelle ou même personnelle. Ce qui est important, c'est que vous identifiez une expérience qui a vraiment bien fonctionné et que vous avez vécue, soit en tant que manager leader, soit en tant qu'acteur, voire même en tant que témoin. Alors, je vous laisse 30 secondes pour vous remémorer cette expérience. Il reste 10 secondes. Voilà. Donc à partir de cette expérience que vous venez de vous remémorer, j'aimerais que vous notiez sur votre page blanche les points qui, selon vous, ont fait que cela a particulièrement bien fonctionné et les difficultés qui ont été évitées. Ces points vont nous permettre de répondre à un petit sondage que l'on vous proposera dans 30 secondes également. Voilà, vous voyez apparaître le sondage. Il y a 4 questions. Donc, à partir de ce que vous avez identifié comme éléments qui ont fait que ça a particulièrement bien fonctionné ou difficultés évitées, j'aimerais que vous nous disiez si vos éléments sont liés à l'environnement et à son contexte, ou si c'est des éléments qui sont liés aux acteurs ou aux membres de l'équipe, au mode de management, et enfin aux outils de communication et de collaboration à distance. Et je vois que vous répondez, là il y a quand même pas mal de répondants. Essentiellement liés aux acteurs et aux membres de l'équipe. D'accord. 31, il y a 31 votants. Alors là, on voit vraiment très nettement que vous êtes déjà 33 à avoir répondu que les questions, les points clés étaient liés aux acteurs et aux membres de l'équipe. Une petite moitié d'entre vous liés au mode de management, ainsi qu'aux outils de communication et de collaboration à distance, un peu moins sur tout ce qui est environnement et au contexte. D'accord? Donc, de mon côté, du coup, je vais vous proposer des points de structure et des points de vigilance en lien avec le management à distance. Alors, Stéphane, je veux bien... Voilà, merci.
Alors, en termes de points de structure, le premier point de structure, alors il n'y a pas de chronologie, hein, tous les points sont importants, c'est d'avoir une parfaite, la meilleure connaissance possible du système et des acteurs, qu'ils soient internes ou externes à la mission directement, de connaître leur mission et de connaître leurs enjeux. C'est fondamental de voir dans quoi va s'inscrire le projet sur lequel vous êtes, et a fortiori à distance, parce que ça peut démultiplier effectivement le nombre d'acteurs externes et les enjeux qui sont associés. Il faut avoir une mission et des objectifs clairs. Petit ajustement technique. Donc avoir une mission et des objectifs clairs et partagés, c'est-à-dire que vous soyez manager ou acteur au sein d'une équipe, que l'objectif de la mission soit extrêmement clair et partagé, c'est-à-dire que tout le monde en ait compris à minima le sens et idéalement y adhère. Troisième point, c'est d'avoir une relation de qualité. Comme vous le disiez, l'enjeu est clairement en lien avec les équipes et les acteurs. Pour avoir une relation de qualité, il y a deux grandes dimensions. Il faut déjà bien connaître le cadre de référence des uns et des autres, à savoir leurs caractéristiques. Qu'est-ce qui va faire que les personnes vont réagir de telle et telle manière? Qu'est-ce qui structure leur vision du monde? Et donc, bien connaître leurs caractéristiques, leurs compétences, leurs talents, leurs envies, leurs aspirations, leurs contraintes, et donc les besoins qui sont associés à ces personnes. Et la deuxième dimension qui va permettre d'entretenir la qualité de la relation, c'est bien sûr la reconnaissance. Alors la reconnaissance, elle peut se faire de manière positive, de manière négative également, et elle peut porter sur des savoir-faire ou des savoir-être. Tout l'enjeu, c'est de dire aux gens, bah, voilà, je t'ai vu, je vous ai vu et j'ai vu ce que vous faites, voilà ce que j'en pense. Voilà. Et la dernière dimension sur la qualité de la relation, et a fortiori à distance, c'est cette dimension de responsabilisation. Il faut responsabiliser et amener les gens vers l'autonomie le plus possible. Quatrième point de structure, ça va être de formaliser, d'écrire et de partager. Là, vous avez une équipe qui peut être éclatée sur plusieurs sites. Il est important que tous les membres d'une équipe en lien avec une mission soient parfaitement au courant de ce qui se déroule, même si eux ne sont pas là en présentiel ou ne peuvent pas assister à une des réunions, qu'elles soient à distance ou en présentiel. Donc il est important que tout soit écrit. Alors ça va de l'ordre du jour d'une réunion, au compte-rendu et au déroulement et au suivi de la réunion. Et quand on parle de formalisation à distance, on peut très bien, pour concentrer le maximum d'énergie sur une réunion, demander un travail en amont qui va permettre aux gens de se préparer et de rentrer tout de suite dans l'opérationnalité dans le cadre de la réunion. Et ceci d'autant plus que de rester concentré dans une réunion à distance est plus complexe qu'une réunion en présentiel. Il n'y a pas de temps de respiration aussi facile, donc les réunions sont nécessairement plus denses et plus courtes. Et bien sûr, une fois que les choses sont écrites, ne pas oublier de les diffuser et de les partager. Il faut anticiper, planifier et respecter tout cela. On a souvent tendance à se dire, mais finalement, on a un rendez-vous téléphonique, on peut le différer plus facilement. Ben non. Non, il faut être encore plus exigeant que de normal. Il faut respecter la distance. Il faut avoir des outils qui sont adaptés, des outils collaboratifs de gestion de projet, de réunion à distance. Vous verrez juste après, je vous donnerai un slide avec quelques noms d'outils. Ce n'est pas l'objet de l'atelier, mais vu le nombre de questions que nous avons eues là-dessus, on a décidé de faire ça. Et enfin, ne pas oublier de se voir. C'est pas parce qu'on est loin qu'il ne faut pas se voir. Alors bien sûr, on peut se voir en visio, comme nous le faisons là. Mais se voir aussi physiquement, c'est essentiel. Il faut organiser des temps de rencontre, qui peuvent être des temps de travail, bien sûr, mais pas que. Voilà pour les points de structure d'un mode de management à distance. Pour ce qui concerne les points de vigilance, il va falloir être très vigilant sur l'adéquation entre les objectifs et les compétences des personnes. Donc, ça veut dire qu'il faut bien connaître les personnes, leur niveau de compétence, leur niveau de talent, leur zone de confort,
et leur zone d'inconfort également, pour pouvoir donner des objectifs qui vont correspondre à ce qu'elles peuvent faire et ce pourquoi elles sont bien adaptées. Vous connaissez le référentiel des objectifs SMART, le S de SMART, c'est spécifique, et on est exactement là-dessus. Il faut créer une culture commune du groupe. J'ai vu qu'en amont, au moment des inscriptions, il y avait pas mal de questions sur comment créer une cohésion au niveau de l'équipe, même à distance. Et ben, la culture commune d'un groupe ou d'une équipe en fait partie. Cette culture commune, elle va passer peut-être par un nom d'équipe, qui peut être en lien avec une mission, par exemple. Ça va passer par des valeurs communes, ça va passer par des rituels, par des points fixes de rendez-vous. Vous voyez, c'est ce genre d'éléments qui vont créer petit à petit une culture d'équipe. Elle ne se décrète pas, elle s'étudie et elle se met en place progressivement. Il faut également faire preuve d'énormément de pédagogie. Il faut du temps, il faut répéter, rendre explicite ce qui est implicite, répéter, revenir dessus, être très très pédagogue et donc patient. Il faut accompagner vers l'autonomie, je vous l'ai dit tout à l'heure et je le dirai jamais assez. Tout l'enjeu, effectivement, à distance, c'est de pouvoir rendre les gens le plus autonomes possible en lien avec leur mission. Et c'est aussi, pour le manager, un enjeu majeur parce que cette autonomie va lui permettre de dégager le temps dont il a besoin pour encadrer son équipe. Il faut légitimer les personnes en lien avec leur mission. Plus vous les responsabilisez et vous leur donnez la légitimité vis-à-vis du reste de l'équipe, vis-à-vis de l'extérieur, plus elles prendront leur place et gagneront en autonomie. Il faut faire des règles de fonctionnement qui soient claires et partagées, et vraiment je vous invite là-dessus à les faire au sein de l'équipe. Chaque équipe, pour chaque mission, va définir ses règles de fonctionnement pour vraiment pouvoir les mettre en application. S'assurer que les réseaux fonctionnent bien, ce qu'on a fait par exemple au début de cet atelier. Est-ce que techniquement tout le monde entend? Est-ce que tout le monde peut voir? Est-ce que l'accessibilité de connexion est bonne? Il y a certains endroits qui sont extrêmement excentrés et il est difficile de se connecter, donc de prévoir des réunions où ces personnes auront le temps de se rendre sur un lieu où la connexion est jouable. Voilà pour les points de structure du management à distance. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y reviendrai là-dessus. Alors je vois qu'il y a une question. Comment faire comprendre à ses collaborateurs que c'est important de se connecter sur les outils participatifs lorsqu'ils sont mis en place? Est-ce qu'il y a une astuce? Alors, déjà, les outils collaboratifs vont être le lieu de recueil des éléments sur lesquels vous allez travailler. Donc, théoriquement, il ne faut pas que les supports et les éléments sur lesquels vous travaillez puissent être accessibles et soient stockés ailleurs que là-dessus. Et donc, du coup, de vivre avec l'évolution des différents outils, des différents supports, excusez-moi, pour rendre indispensable le recours à ces outils collaboratifs. D'accord? Est-ce qu'il y a une astuce? Ben oui, la meilleure astuce que je vois, c'est effectivement de ne se servir que de cela en lien avec la mission. Alors, du coup, compte tenu de vos questions, on a fait un slide sur les familles d'outils de travail à distance. Il y a trois grandes familles d'outils. La première, ça va être justement les outils collaboratifs pour stocker, partager des documents, des photos et des vidéos. Vous voyez, là, on vous en cite quelques-uns. Deuxième grande famille d'outils, ce sont les outils de gestion de projet pour planifier, suivre le déroulement d'un projet dans le temps. Et enfin, des outils de communication à distance, comme celui que nous avons là actuellement avec vous, pour échanger, pour brainstormer, pour animer des réunions, qu'elles soient à deux, à plusieurs. Et d'expérience, c'est vrai que là, vous voyez, vous êtes nombreux, donc on préfère n'avoir qu'un écran de l'intervenant et pour que tout le monde puisse être connecté, pour vraiment interagir, c'est-à-dire que tout le monde vraiment apparaisse à l'écran et puisse dialoguer. Il faut mettre une petite dizaine de personnes. À 8, ça fonctionne très très bien. À 10, des fois, ça commence à être un peu plus complexe pour la qualité de connexion. Je ne viendrai pas plus sur les outils de travail à distance, c'est pas l'objet de cet atelier, mais il y a des formations qui sont vraiment spécifiques là-dessus. Voilà. Donc, est-ce que vous avez... Ah oui, une question.
Sous quelle forme peut-on amener les équipes à partager les valeurs communes? Alors, en fait, là, ça serait long d'intervenir dessus, mais clairement, les valeurs communes d'équipe, on va inviter les personnes à travailler sur leur propre système de valeurs à un moment donné et voir où on peut se retrouver et voir ce qu'on a envie de mettre dans nos valeurs spécifiques en commun, en lien avec la mission et l'objet qui nous anime. Et là, c'est vraiment une logique de coaching d'équipe. Alors maintenant, je vais vous donner les avantages et les risques du management à distance. En termes d'avantages, déjà, c'est de mieux servir l'usager final en termes de proximité, bien sûr, du besoin, de couverture géographique et temporelle. On gagne du temps souvent. Ça va permettre de mobiliser des experts rares. Alors pourquoi plus qu'en présentiel? Simplement que vu que tout le monde est habitué à fonctionner à distance, c'est facile de solliciter quelqu'un, une expertise distante, et de la faire s'intégrer dans le groupe pour une séance de travail, une réunion ou un temps projet. J'allais dire qu'il y a une plasticité qui s'opère, qui est beaucoup plus simple que quand on est en présentiel. Il faut autonomiser. Ça permet, ça permet d'autonomiser les distants. Effectivement, les personnes à distance vont nécessairement devoir monter en autonomie. Et de fait, du coup, votre conséquence, ça permet aussi de créer des évolutions professionnelles sans mobilité géographique pour autant. Autre avantage, bien sûr, et c'est sans doute une des raisons clés de toutes ces réorganisations, ça permet des gains financiers et temporels. Et ça permet aussi d'avoir des fois une hiérarchie moins pesante. Et du coup, ça permet au manager de prendre le recul nécessaire, tant pour encadrer son équipe, mais que pour travailler sur quelque chose de plus en lien avec la vision des missions qu'il doit faire. Les risques du management à distance, c'est l'indépendance de l'équipe, ou de la personne à distance, c'est-à-dire chacun part dans son coin et travaille dans son coin. Donc du coup, il faut être vigilant à avoir un contrôle qui soit suffisant pour que ça fonctionne bien. C'est-à-dire qu'en tant que manager, il faut mettre des indicateurs d'avancée de projet et de contrôle du travail. Et puis, autre risque, bien sûr, c'est le surcontrôle qui peut devenir de l'ordre du flicage, parce qu'on peut être un manager un peu inquiet sur est-ce que le travail est fait et bien fait, et devenir vite hyper contrôlant, ce qui là va nuire à l'autonomisation de l'équipe. La compréhension peut être difficile, parce que là encore, on n'a pas la machine à café ou le petit échange rapide au coin d'un couloir qui va juste recaler la représentation des uns et des autres sur une même question. Donc du coup, les écueils en termes de compréhension sont vraiment vite arrivés. Il peut y avoir aussi un manque de dialogue. Je vous le disais, un des enjeux des fondamentaux, d'un bon management à distance, c'est d'être plus proche, plus loin. Et il faut vraiment prendre toutes les occasions possibles de pouvoir dialoguer avec chacune des personnes de l'équipe. Ça peut être aussi un manque de reconnaissance. On peut oublier simplement de dire qu'on a vu que les personnes avançaient et fonctionnaient bien. Ça peut être une absence de relation, un manque de relation, et ça peut être également un mode de management par l'outil, c'est-à-dire que voilà, on est à distance, donc on ne fonctionne plus que par email par exemple. Et donc du coup les emails s'amoncellent et on oublie de se dire bonjour tout simplement comme on pourrait le faire si on était présent. Et enfin, dernier risque, c'est moins de synchronisation. Quand vous avez, et a fortiori quand vous avez une équipe qui est vraiment éclatée sur plusieurs sites, la synchronisation peut être un peu plus délicate. Voilà sur les avantages et risques du management à distance. Je ne vois pas d'autres questions. Donc on va passer à la deuxième partie de cet atelier qui est les configurations type de management à distance. Alors je vous en propose 4. La première configuration, ça va être un manager qui est distant de son équipe. Voilà, l'équipe est sur un site. Voilà, c'est une configuration. Dernièrement, j'avais un groupe, une personne était responsable de la communication, sa mission l'amenait à voyager sans cesse et son équipe était sur le site. Elle était finalement présente un jour par semaine avec son équipe. Autre type de configuration, c'est chacun dans son coin. En fait, il y a le manager dans un coin et il y a chacun des membres de l'équipe qui sont isolés
les uns des autres. Troisième typologie de configuration, c'est une équipe partiellement distante. C'est-à-dire qu'il y a certains membres de l'équipe qui sont à proximité du manager, on va dire sur le site principal, et il y a toute une partie de l'équipe qui est partiellement à distance. Et enfin, quatrième grand type de configuration, c'est une équipe plutôt à distance avec des membres isolés, c'est-à-dire qu'il va y avoir le manager avec une partie de l'équipe qui sera distante ou pas, et puis il y a quelques électrons libres qui sont dispatchés sur des sites. Ça se fait pas mal avec les regroupements d'office du tourisme et des antennes distantes. Alors vous, chacun d'entre vous, dans quelle configuration de management à distance vous correspond le mieux? Laquelle d'entre celles-ci vous correspond le mieux? Donc là, vous avez un sondage qui vient d'apparaître, je vous invite à répondre pour qu'on se rende compte un peu. Pour l'instant, un peu plus de la moitié d'entre vous êtes dans l'équipe partiellement distante, c'est-à-dire le troisième pictogramme. Un manager avec une partie de l'équipe et une autre partie de l'équipe sur un deuxième site. Et la quatrième configuration est assez présente également. Oui, c'est assez réparti. Finalement, c'est le premier cas de figure qui semble le moins important en termes de nombre par rapport à qui vous êtes. Alors, chacune de ces configurations à ces risques, et donc il y a des points de vigilance à respecter. Ça rentre dans quelques questions que j'ai vues en entrée d'inscription. Alors sur la première configuration, les risques majeurs, bien sûr, voilà, je peux pas tous les mettre, mais le risque majeur, ça va être d'avoir un manager qui non seulement s'isole, c'est-à-dire qu'il a une mission ailleurs, donc il va avoir tendance à continuer à entretenir ça, mais il peut même être isolé par son équipe. C'est-à-dire que comme l'équipe est seule dans son coin, elle peut très très bien se dire, finalement, nous, on est très bien entre nous, et on n'est pas obligé de s'en référer plus que ça à notre manager. Donc ça, c'est un des risques clés. Et du coup, ça peut générer effectivement du surcontrôle. Donc du surcontrôle et des relations, des modes de relation assez normés et assez, voire même autocratiques pour certains cas. Donc le point de vigilance là-dessus, ça va être vraiment de rester en liaison permanente. Le manager doit vraiment s'organiser pour être en liaison permanente avec son équipe. Et s'organiser également pour être très régulièrement là, une fois par semaine, à minima, ça semble un minimum, d'être en présentiel, un jour par semaine, le plus régulièrement possible, de façon à ce qu'on sache que le mardi, par exemple, le manager est là. Il faut réduire et le top-down, c'est-à-dire les informations qui sont uniquement descendantes, donc viser à écouter au plus l'équipe et la rendre la plus proactive possible par rapport aux missions, et puis viser aussi à diminuer les procédures. Pour le deuxième cas de figure, les risques, donc c'est la situation où vous avez tous les individus qui sont isolés. Le manager et les individus donc sont tous isolés. Le risque majeur, c'est finalement c'est le sous-contrôle et l'anarchie, c'est-à-dire effectivement chacun travaille dans son coin sans se coordonner, sans se concerter, et chacun va faire ce que bon lui semble. Je le fais au maximum, mais c'est effectivement le risque majeur de ce type de configuration-là. Donc là, le point de vigilance pour le manager, c'est d'être en liaison régulière avec chacun des membres de son équipe. Donc il faut vraiment qu'il y ait des liaisons régulières et des rassemblements au moins une fois par semaine de l'ensemble de l'équipe, mais ça peut être des rassemblements à distance sous forme de visioconf ou de réunions à distance comme celle que nous faisons là aujourd'hui. Et se voir également, alors là je vous mets une fois par mois, mais il faut que l'équipe prenne cœur parce que pour créer une cohésion, il faut qu'il y ait ce sentiment d'appartenance, et ce sentiment d'appartenance va se créer uniquement quand les gens seront en présence, soit à distance, soit physiquement. Pour la troisième type de configuration, l'équipe partiellement distante, les risques, c'est qu'il y ait des chouchous et un management à deux vitesses, c'est-à-dire que la facilité voudrait
que le manager, étant plus en proximité de certains membres de son équipe, finalement, au détour d'un couloir, dit tiens, et si tu faisais ça, et si on travaillait là-dessus, sans maintenir le lien nécessaire avec l'équipe qui est distante. Donc ça peut donner vraiment lieu à un management à 2 vitesses et à une délégation du coup mal dosée, où certains types de missions, ou les missions toutes urgentes vont venir à un endroit et moins à l'autre, etc. Donc les points de vigilance en lien avec ça, c'est d'avoir bien sûr des contacts quotidiens avec l'équipe distante, ça c'est clé. Il faut avoir une équité en termes d'entretien, de temps passé, de pédagogie, d'information avec les deux sources d'équipe, celle qui est présente et celle qui est distante, parce qu'il ne faut pas passer non plus à l'extrême inverse et se consacrer qu'à l'équipe distante. Et puis, il faut avoir des tâches déléguées aux distances, c'est-à-dire qu'il faut que chacune des tâches soit extrêmement bien définie, clairement identifiée, et qu'on sache très bien qui fait quoi où. Voilà. Et enfin, 4e type de structure, les risques, c'est d'oublier les isolés. Effectivement, il y a un groupe de personnes à un endroit, on peut facilement oublier celles qui sont isolées juste dans un coin. Et du coup, les tâches peuvent être couvertes en doublon. Là aussi, c'est un problème d'organisation. Et on peut aussi avoir des difficultés à gérer les absences. Du coup, les points de vigilance, ça va être d'avoir des contacts quotidiens avec tous. Ceux qui sont à proximité, ceux qui sont ensemble et ceux qui sont isolés. Et là encore, des rôles et des missions et des responsabilités extrêmement précises et définies et que tout le monde sache qui fait quoi. Est-ce que vous avez... Oui, je vois qu'il y a des questions. Les emails incessants, c'est aussi le cas lorsque l'on se trouve dans une même structure. Oui, effectivement. Comment limiter l'envoi d'emails en copie au manager systématiquement? Et bien là, pour le limiter, il faut définir des règles. Ça fait partie des règles de circulation de l'information. Sur tel type d'information, j'ai besoin d'être tenu au courant. Par contre, quand vous rentrez dans certains niveaux de détail, je vous fais confiance et vous êtes en délégation et du coup, vous limitez le champ. Le top-down limité. Alors, le top-down, c'est l'information descendante. C'est-à-dire, tout vient, entre guillemets, du manager vers l'équipe. Et donc, ce que je vous invite à faire dans ce cas de figure, c'est de le limiter. C'est-à-dire que, comme c'est le cas de figure où vous avez une équipe qui est sur un site et que le manager est plutôt loin, plus vous allez inciter l'équipe à amener de l'information, à prendre des décisions, à être proactif par rapport à la mission, donc faire du down-top, bottom-up, on dit, plus elle va s'autonomiser et mieux elle fonctionnera, ce qui est une nécessité parce que le manager n'est pas là. Après, avec 62 collaborateurs et 17 sites, comment contacter tout le monde tous les jours? Ah ouais. Il va peut-être falloir, alors du coup là, il va falloir peut-être travailler, une des pistes serait de travailler en mode projet et sur des missions. Parce que j'imagine que les 62 collaborateurs ne travaillent pas tous sur la même mission au même moment. Et donc de fonctionner en groupe projet avec des responsables de projet qui sont vos interlocuteurs directs et qui, eux, se chargent de rester en lien avec leur équipe projet. C'est une des propositions. Après, il faut vraiment s'adapter à votre cas spécifique. Comment gérer ces contacts quotidiens sur une équipe plutôt nombreuse, notamment en saison, et éparpillée sur une dizaine de sites? Peut-être qu'il peut y avoir une logique de rendez-vous en amont des ouvertures, s'il y a des créneaux communs, de rendez-vous comme ça à distance, où ne serait-ce qu'on se dit bonjour et on dit les points clés. Je l'ai vu faire en entreprise régulièrement, où 5 minutes avant le démarrage de l'activité, les gens prenaient ce temps-là pour faire ce point et de créer du lien comme ça. Donc ça peut être une piste. Là encore, on est vraiment sur du sur-mesure. Il y a d'autres questions, Stéphane? Ah oui. Comment il peut y avoir une thématique commune comme l'accueil? Mais il peut y avoir une thématique commune. Alors je le comprends bien. Je ne comprends pas cette question, mais il peut y avoir une thématique commune comme l'accueil. Oui, ah oui, pardon, excusez-moi. Oui, en visio. Oui, oui, je vous propose en visio. Oui, oui. Tout à fait. S'ils sont sur une dizaine de sites, vous ne pouvez pas les avoir tous au même endroit. Ok.
et en visio par rapport à la gestion de projet, c'est-à-dire, donc là, quand il y avait une équipe de 62 personnes, 17 sites, et là, ma proposition était de les répartir sur une logique projet et de faire des équipes projet, ben là encore, du coup, la visio, elle ne va pas concerner les 62 personnes. Quand ça sera sur le projet A, ben, ce sera les personnes concernées par le projet A. 40 personnes sur 15 sites qui bossent à l'accueil. Oui. Bon, écoutez, il va falloir que on avance parce que le temps tourne, mais effectivement, vous êtes dans une configuration où il y a ce volume. Et là, vraiment, quand le volume est très important, il faut trouver des niveaux de répartition des volumes, de les segmenter. Vous avez 40 personnes en accueil sur 15 sites. Bah, peut-être que par territoire, peut-être que par manager intermédiaire, ça peut aussi se donner. Ou type d'activité en lieu avec les surfaces d'accueil. Ok, troisième volet de notre atelier, la cohésion d'une équipe multisite. Quelques éléments pour structurer ces points de cohésion. Déjà, qu'est-ce qu'une équipe en cohésion? Moi, ce que je vous propose, c'est que la cohésion d'une équipe, c'est l'énergie du lien entre ses membres. C'est ce qui va permettre l'efficacité de l'équipe et le bien-être de chacun de ses membres. Je vous propose même une équation sur la performance d'une équipe. La performance étant l'efficacité des membres par le bien-être au travail au carré. En fait, c'est juste essentiel, et je le mets au carré à distance, de veiller, et ça c'est vraiment un des rôles du manager, à ce que les membres de son équipe aient toutes les conditions voulues pour que la personne se sente le mieux possible dans l'activité qu'elle doit mener. Donc la cohésion d'une équipe repose sur la cohérence de la structure, donc de l'organisation, et le deuxième point, la coopération. Donc pour tout ce qui est cohérence de la structure, voici quelques indicateurs de cohérence de structure. Le premier, ça va être la visibilité sur l'avenir et la connaissance de l'environnement. Il y a des points qui se recoupent avec les fondamentaux du management à distance, ce qui est normal. Ça va être d'être dans une logique de proactivité plutôt que de réactivité. Si une structure, une équipe en cohésion va pouvoir être proactive et dépasser la réactivité. La réactivité étant la réponse à une demande ou à une situation que l'on subit. Donc du coup, elle va pouvoir s'adapter et saisir des opportunités. Donc si on voit une équipe qui commence à saisir des opportunités, on se dit bah, c'est une équipe qui a priori fonctionne plutôt bien. Une identité commune, je vous parlais du nom, des valeurs de l'équipe, des règles de fonctionnement, des rituels, tous ces éléments vont créer une identité commune. Un séminaire, une journée au vert où vous allez amener l'ensemble de votre équipe et vivre une expérience qui leur sera propre, va créer de l'identité. Ça va créer du lien, ça va créer de la connaissance et ça va renforcer l'identité de l'équipe. Il faut un leadership qui soit légitimé. Alors, la légitimité d'un leadership repose sur trois grands points. Le premier, c'est le statut. Voilà. Le deuxième, ça va être la compétence sur l'activité. Et le troisième point, ça va être la capacité d'animation, d'entraîner l'équipe dans cette histoire, dans son histoire. Donc, selon les situations, le manager va s'appuyer sur tel ou tel levier de sa légitimité. Il faut avoir des objectifs clairs, partagés et cohérents. C'est-à-dire, quand je dis cohérent, c'est-à-dire qu'il faut que les objectifs collectifs, faut que chacun puisse se retrouver au niveau individuel dans les objectifs collectifs. Il faut des règles claires en matière de décision. Comment on prend les décisions? Est-ce qu'on les prend à la majorité? Est-ce qu'on les prend sociocratiquement? Voilà, ou à l'unanimité. Selon les cas de figure, ça change. Les règles de délégation. C'est quoi la délégation au sein de votre équipe? Jusqu'où on va? Comment on contrôle? Voilà. Les règles d'information. Qui on informe? Comment? Et les règles de fonctionnement. Il faut des outils collaboratifs à distance qui soient cohérents avec les besoins de la structure ou du projet et des personnes. Il n'y a pas toujours besoin d'un système de visioconférence, c'est pas toujours une nécessité, souvent, mais pas toujours. Voilà. Pour ce qui est de la coopération, j'ai pris le cas de référence de Claude Steiner, qui est un grand monsieur de la coopération, et qui définit la coopération comme un mode de relation basé sur le postulat que
que tout le monde a un droit égal à la satisfaction de ses besoins. Et donc, du coup, pour que tout le monde ait un droit égal à la satisfaction de ses besoins, ce qui sous-tend une bonne coopération, voici les 6 piliers clés. Le premier, ça va être d'éviter la pénurie, c'est-à-dire qu'il en faut pour tout le monde. Il faut quelque part du travail, de l'activité pour tout le monde. Il faut des choses intéressantes, épanouissantes pour tout le monde. Il faut partager également les choses qui le sont moins. Donc, éviter la pénurie, il faut de la matière. Et que tout le monde, soit les personnes, elles aient de quoi s'occuper. Il faut reconnaître les besoins de chacun. Donc ça demande pour le manager d'identifier quels sont les besoins. Alors il y a des besoins qui sont faciles à reconnaître, qui vont être très matériels, et puis il y a des besoins qui le sont moins, qui vont être des besoins de reconnaissance bien souvent, des besoins de croissance. Vous pouvez vous mettre sur les besoins fondamentaux de Maslow, qui vont être un besoin d'appartenance. Donc là on reparle de l'identité du groupe. Ça va être les besoins de reconnaissance, que je vous disais, ça va être les besoins d'estime, donc de croissance, et les besoins de développement des uns et des autres. Donc, il faut vraiment identifier les besoins de chacun. Pas de sauvetage. Pas de sauvetage, ça veut dire, ben voilà, il y a une personne sur un des sites qui a une vraie grosse difficulté. Tant qu'elle ne demande pas, tant que vous ne lui avez pas offert la possibilité de faire la demande, il ne faut pas faire à sa place. Pas de sauvetage, parce que si quelqu'un prend le relais sans qu'il y ait une demande préalable, le risque, c'est que ça parte en vrille et que la coopération disparaître aussi vite. Pas de jeu de pouvoir, c'est-à-dire c'est pas parce que une personne s'octroie une prérogative qu'elle va justement partir en sauvetage sur une autre personne, parce que là, effectivement, ça nuit complètement à la coopération. Pas de mensonge, de secret sur la vie de l'équipe. Vous avez une équipe, soit en lien avec un projet, soit en lien avec une mission, elle est définie. Vous savez qu'il y a 5 personnes, 10 personnes dans cette équipe. Du coup, tout ce qui concerne le projet, la mission de cette équipe, tout le monde doit pouvoir avoir un accès identique à l'information. Là, je pense beaucoup au principe de mail, où finalement, les mails se font entre 2-3 personnes et on oublie de mettre en copie. Alors, ok, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse où tout le monde est en copie de tous les mails, mais les règles doivent définir sur quoi on doit pouvoir informer et qui doit être informé et à quel niveau. Mais en tout cas, pas de secret sur la vie de l'équipe. Et enfin, un dernier point, il faut pouvoir évaluer les processus de coopération, parce que là, on est vraiment dans un système d'évolution continue, c'est-à-dire qu'il faut constamment se dire, bah tiens, là, ça fonctionne, on coopère bien, on fonctionne bien, on est performant, ou au contraire, ben là, non, ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et on fait évoluer les choses. Voilà pour ces éléments de structure de la cohésion d'une équipe. Une question de Céline. Comment faire pour éviter la remise en question par un élément isolé, car manque de confiance de sa part, qui engendre un manque de confiance de notre part, inverser le cercle? Alors, si je comprends votre question, il y a un des éléments d'une équipe, il est isolé visiblement géographiquement, ou il est le seul élément dans l'équipe, qui a un manque de confiance. Et donc, votre crainte, si je la comprends, c'est que ça fasse une contagion au sein de l'équipe et qu'il essaye d'entraîner le reste de son équipe. Alors là, la meilleure manière, c'est de se rapprocher de lui au maximum, et ça va demander du temps à son manager pour lui permettre d'identifier ce qui le fait, sans quoi il manque de confiance, pour lui faire regagner en confiance, voire changer ou faire évoluer sa mission pour qu'il se sente mieux dans une zone de confort. La difficulté, effectivement, quand une personne se sent isolée, c'est qu'elle va avoir tendance à tirer d'autres membres de l'équipe un peu plus influençables vers sa cause. Donc, elle est déjà isolée, peut-être géographiquement. Il ne faut pas l'isoler plus, mais il faut passer du temps. Il faut accompagner le maximum. Et la confiance, elle ne se décrète pas, elle se construit. Donc c'est des petits signes, c'est des petites attentions, c'est un petit coup de fil le matin, est-ce que ça va, est-ce que tu as tout ce qu'il faut pour démarrer? Voilà, c'est des petites choses qui font que petit à petit, la confiance va se créer. Et enfin, dernier élément de cet atelier, pour qu'une équipe en cohésion fonctionne bien, à 3 grands niveaux, c'est un peu répétitif, mais bien savoir qui est dans l'équipe. Le leader dont la légitimité est reconnue par tous, voilà.
des rôles définis et des objectifs individualisés, et quels sont, et d'identifier bien sûr les personnes ressources. Autre dimension, ça va être d'avoir une mission et une vision partagée. Qui sommes-nous? Que voulons-nous devenir? Vers quoi on va? Des valeurs partagées portant tant sur le client, sur les personnes, sur le métier, sur l'autonomie. Tout ça peut faire l'objet vraiment de discussions au sein de l'équipe pour créer cette cohésion. Et enfin, des règles de fonctionnement claires et un cadre protecteur. Des processus de prise de décision, de régulation. La régulation, c'est cette dimension où on se dit les choses, qu'elles soient agréables ou désagréables. La régulation fait partie de l'hygiène d'une équipe. Il faut des temps de régulation, se donner ce temps-là. En amont d'une réunion, en démarrage de réunion, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Ben voilà, c'est un temps de régulation. Et de prendre le temps de le traiter si c'est nécessaire, ou de différer la réponse si on n'a pas le temps cette fois-ci, mais de prendre date. Les règles de délégation et de reconsidération de tous ces processus. Et enfin, un processus de circulation de l'information et de la communication. Voilà, nous arrivons au bout du contenu de l'atelier. Je regarde s'il y a des questions qui viennent de se rajouter. Non, il n'y a rien de plus. Donc là, on a un petit sondage, c'est une petite curiosité que nous avions avec Stéphane. Pendant cet atelier qui a démarré il y a 50 minutes maintenant, quels sont ceux qui parmi vous ont lu des mails en parallèle, ont répondu au téléphone, ont envoyé des SMS, discuté avec des collègues, pris le temps d'aller boire un café? Ou quels sont ceux qui ont suivi avec beaucoup d'attention, bien sûr, l'ensemble de l'atelier? Ah, je suis contente, il y en a quand même plus qui ont suivi l'ensemble de l'atelier. Bon, super, merci de votre ouverture et de votre franchise. Oui, vous voyez, en fait, on fait ce petit sondage, c'est un petit clin d'œil, c'est extrêmement facile à distance de faire 10 000 choses. Donc, les réunions, les prises de parole, tout ça doit être concis et le plus participatif possible pour rester concentré sur le sujet qui nous intéresse et permettre aux personnes d'avancer. Je vous remercie. Stéphane va reprendre la parole. Voilà, bonjour à nouveau. Merci Sophie pour ton intervention. Merci à toutes et à tous pour votre participation, pour vos questions. Merci aussi de vous être prêté au jeu des petits sondages. Pour nous, c'était aussi l'occasion de recueillir de l'information et puis de montrer comment, malgré le fait qu'on soit à distance, malgré le fait qu'on ne vous voit pas, qu'on ne vous entend pas, il y a des possibilités de travailler un petit peu l'interactivité et de surprendre un petit peu l'auditeur qui est tout seul lui aussi derrière son ordinateur. Donc on voit bien que le sujet du management à distance est vraiment au cœur de nos préoccupations aujourd'hui dans le secteur du tourisme. C'est un sujet réellement à enjeu pour nos organisations. Et d'une manière ou d'une autre, il va falloir que les compétences, les habitudes sur ces sujets-là, rentrent dans notre quotidien de travail. Alors voilà, là on vous a proposé une intervention d'une petite heure avec Sophie. On a pu brosser un certain nombre de choses, commencer à comprendre les éléments clés de réussite de ce management à distance. Mais si vous voulez aller plus loin, nous vous proposons Trajectoire Tourisme pour les professionnels auvergnats et rhône-alpins et la MONA côté Nouvelle-Aquitaine des formations. Sachant que sur le principe, les deux structures sont open, c'est-à-dire que voilà, les auvergnats rhône-alpins peuvent aller aussi en Nouvelle-Aquitaine et inversement. Maintenant en présentiel, c'est peut-être un petit peu plus compliqué à organiser. Donc les formations qu'on souhaitait vous présenter en lien avec les interventions d'aujourd'hui, c'est une première formation qui s'intitule Équipe multisite managée à distance. Donc ça, c'est une formation qui est animée par Sophie, que vous avez peut-être rencontrée ou découverte aujourd'hui, ou pas forcément. C'est pour vraiment aller plus loin dans ces problématiques de comment je pilote, comment je motive, comment j'anime mon équipe multisite,
mais aussi, et on a eu des questions là-dessus, comment créer une vraie relation de confiance au sein de mon équipe, comment favoriser la coopération, parce que Sophie nous l'a dit, ça se décrète pas, donc il suffit pas de décréter un jour que mon équipe est en pleine cohésion ou coopère de manière très performante. Il y a des choses à mettre en place et donc il y a des compétences à acquérir sur ces problématiques-là. La deuxième formation, c'est regroupement d'offices de tourisme, assurer la cohésion des équipes. Donc là, c'est pas systématiquement lorsqu'on est sur une équipe multisite, mais en tout cas, c'est un des paramètres possibles. Et du coup, là, on va vraiment insister sur comment créer une entente, comment créer un esprit d'entreprise, l'envie de travailler ensemble, mais comment faire aussi pour que chaque personne trouve sa place dans cette nouvelle équipe qui vient de se créer, trouve de l'enthousiasme et de la motivation pour travailler. Et la dernière formation, on a eu pas mal de questions aussi sur la partie, on va dire, posture et outils de la collaboration. Donc ça s'appelle Collaborer à distance, nouveaux outils pour travailler ensemble. Et cette formation, vous voyez des petits logos dans le slide, c'est une formation qui vous est proposée à la fois en présentiel, donc il y a 2 journées en présentiel, la première journée et la dernière journée de formation, et les 2 séquences intermédiaires sont des séquences à distance, puisque le thème nous imposait presque de vous proposer ce format-là pour qu'on soit à la fois dans l'acquisition de compétences, mais aussi dans l'expérimentation d'un certain nombre d'outils à distance. Donc ça, c'est des formations interentreprises qui sont intégrées dans le catalogue de formation 2018. Et en fonction de vos besoins, en fonction de vos contextes, en fonction des situations particulières ou de vos besoins dans les structures, voilà, Trajectoire Tourisme peut aussi travailler avec vous sur une formation sur mesure qui va être complètement adaptée à vos besoins, à votre contexte et à là où vous en êtes aujourd'hui avec vos équipes sur ces problématiques-là. Côté Nouvelle-Aquitaine, plusieurs formations sont aussi proposées en lien avec le thème du web séminaire aujourd'hui. On a une première formation qui s'intitule Développer sa confiance en soi et travailler en équipe. Et c'est une formation qui part du constat que dans un contexte de changement, chacun doit pouvoir trouver sa place, se sentir utile et valorisé. Sophie, voilà, vous en a parlé aujourd'hui, c'est vraiment un critère de réussite. Et donc, il s'agira dans cette formation de travailler sur la confiance en soi, sur l'agilité, sur la communication interpersonnelle. La deuxième formation, c'est mieux optimiser son temps de travail. Et c'est une formation qui aura pour objectif de favoriser une prise de conscience sur les modes de fonctionnement et les styles de travail, les nouveaux styles de travail, fournir des outils aussi pour organiser de manière un peu différente son travail et être plus efficace et plus efficient, et favoriser globalement un meilleur être au travail. Et la dernière formation, et là c'est en lien avec les piliers de la réussite de la coopération et de la cohésion, c'est affirmer mon leadership et manager une équipe en projet. Voilà, si vous avez besoin de rebooster votre équipe, de susciter l'engagement, cette formation vous apportera des pistes de solutions. Et en parallèle de ce programme de formation, voilà, il y a la programmation des web séminaires à distance. Donc, comme je le disais en introduction, certains seront pilotés depuis Auvergne-Rhône-Alpes, d'autres de la Nouvelle-Aquitaine, mais vous pourrez bien sûr tous en bénéficier et y participer. On a la série sur le travail multisite avec, voilà, là vous avez les dates, travail flexible et nouveaux modes de travail, le télétravail, ses implications et son cadrage, et une réflexion voilà, intéressante sur les bonnes pratiques dans les entreprises libérées. Et puis on abordera aussi d'autres thèmes avec nos collègues de la MONA. Le prochain, c'est le 7 février, metteur en scène de territoire, intégrer l'habitant dans sa stratégie. Ensuite, en mars, on aura donc un zoom sur les ordonnances Macron qui impactent nécessairement nos organisations aujourd'hui. On vous proposera aussi de réfléchir sur la diversification des financements, voilà, qui est au cœur de nos organisations également. En juillet, on vous proposera l'approche neurocognitive pour proposer des vacances de rêve à vos clients. Et une dernière rencontre en octobre sur les ressources humaines et la boîte à outils pour les managers. Voilà ce qu'on avait envie avec Sophie de vous proposer aujourd'hui. Je regarde
Une dernière question à Sophie. Que pensez-vous, que penses-tu, Sophie, du télétravail? Le télétravail, c'est clairement un mode de travail à distance. C'est très bien. Ce qu'il faut, c'est que la personne puisse et soit partante pour monter en autonomie et en indépendance. En fait, ça va tout à fait vers plus d'agilité, dans le sens plus d'autonomie des personnes dans leur travail et la prise de responsabilité. Donc, si la personne en face est prête à avancer là-dessus, c'est du pain béni, parce que les personnes peuvent avancer à leur rythme sur des endroits à distance, qui n'empêchent pas tout ce qu'on a vu précédemment, de se voir, de se suivre, etc. Mais le télétravail peut être une très bonne étape vers du management d'équipe à distance. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tant sur les formations, je voyais dans vos commentaires qu'il faut de la convivialité, etc. Venez dans le cadre des formations, parce que là, vraiment, on partage. Franchement, sur les formations, on part de vos situations concrètes. Donc, le cas des 62 personnes sur 17 sites, ça n'arrive pas tous les jours, mais ça vaut le coup de partager. Et on part de vos expériences pour vraiment pouvoir creuser à fond. Et l'idée, c'est que vraiment chacun reparte non seulement avec des apprentissages en lien avec la formation, mais surtout des pistes de solutions par rapport à leurs problématiques. Donc là, c'est une bonne façon, et on peut boire l'apéro en fin de journée de temps en temps. Voilà, en tout cas, merci à vous tous pour votre participation à ce web séminaire. Il est midi. Voilà, donc du coup, on va se quitter, et puis on espère, autant au niveau de Trajectoire Tourisme et qu'au niveau de la Mona, de vous voir prochainement sur d'autres événements ou d'autres formations. Merci, au revoir. Au revoir.